les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour commencer, je voudrais vous parler d'un ami cher qui vient de vivre une journée exceptionnelle. Alors, pour évidemment pas l'embarrasser publiquement, appelons cet ami A. Ce matin, A s'est réveillé un peu plus tôt que d'habitude, à 4h12 précisément, mais impossible de se rendormir parce qu'aujourd'hui, c'est le jour J. Alors, A est sorti du lit sur la pointe des pieds, il est allé dans le salon pour relire un livre, pas n'importe quel livre, un gros livre en 2 volumes. Un livre qu'il a déjà lu plus de 12 fois, mais quand on aime, on ne compte pas. Vers 4h32, il avait déjà relu les 2 tomes. Il était encore un peu tôt, alors il a décidé de s'installer confortablement et de relire le livre pour être bien préparé à cette journée particulière. À 6h30, il avait relu les livres 19 fois, donc c'était l'heure de se préparer. Pour cette journée spéciale, A s'est fait couler un bain et a appliqué un baume spécial pour que ses cheveux soient brillants et sentent bon la fleur de tiare. Et puis à 7h15, A mis un slip propre, son t-shirt spécial porte-bonheur, celui qu'il ne sort que pour les grandes occasions. Un t-shirt original qui date de l'époque où le film est sorti, il ne faut pas trop l'abîmer. Puis il est parti dans la rue, il a été à son cinéma préféré, il était le premier dans la file à 7h49. Lorsque les portes sont ouvertes, A était le tout premier à rentrer dans la salle et il s'est mis au premier rang avec les yeux un peu humides. Pendant les pubs, il répétait dans sa tête tous les dialogues de la bande-annonce qu'il avait appris par cœur à sa sortie. Il s'apprêtait à répéter ces phrases quand elles seraient enfin prononcées par les acteurs à l'écran. Le noir s'est fait, le logo d'Universal est apparu, A avait un grand sourire sur le visage et une petite larme à l'œil. Bref, Alexis est allé voir ce matin le nouveau Spielberg et il l'a vécu sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Alors c'était comment, Alexis ? C'était bien. Est-ce que ma vision de ta journée est réaliste ou pas du tout ? Absolument pas, puisque je l'ai Moi, vu, je l'adore. il y a une semaine surtout, donc surtout Ouais, mais je l'adore. d'après-midi. J'adore cette vision-là, je veux la garder moi. Je souscris à ce récit. Néanmoins, sachez qu'il y a un élément, sinon de vrai, en tout cas connecté à nous dans ce récit, puisque l'auteur des 2 tomes dont tu parles, eh bien moi, j'étais juste à côté de lui, ou plutôt derrière lui, pendant mon 2e visionnage tout à l'heure du film. Oh, incroyable. Et Il on s'agit parle de Victor Norek, voilà, le bien cinématographeur. sûr, le cinématographeur, qui a réussi, et quand même chapeau bas, à faire transmettre ses livres à Steven Spielberg. Bravo à lui. C'est à vous. Pendant qu'ils étaient assez Bravo à lui, c'était Ouais. quand même un super challenge. Et à part ça, comment ça va les amis ? Eh ben écoutez, Comme un ça jour de roule. sortie de Spielberg, quoi. voilà, ça va bien. Très bien. Ouais. Et cette semaine, pour nos petites doubidettes chéries d'amour... Ah, donc ça y est? Ah bah, j'hésite encore, on verra. En tout cas, on sort l'égoïne. Non, pas l'égoïne, avec un G, pas avec un R. Non, bref, la scie égoïne, puisque tu parles de Saut 3, Arthur. J'ai pas compris son lancement. Pas du tout. Je sais pas ce que c'est qu'une scie égoïne, moi. Déjà, Je crois que c'était le mot de la semaine. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit déjà, c'est le mot Est-ce de la que tu peux semaine. nous expliquer ta blague? Mais moi je pensais que j'étais mauvais en bricolage, mais en fait non. Bah, une scie égoïne, c'est les grandes scies... Les plus classiques en fait. Voilà, plus classiques, ouais. Eh ben, ce D'accord, sera le mot ok. de la semaine Ça avant s'appelle le mot de la scie égoïne. semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, effectivement, j'ai sorti un épisode du mal-aimé pour nos Josiane Doubidettes et un mal-aimé particulier parce que il va avoir une saveur chelou pour vous, je vous l'accorde. C'est un épisode où j'ai invité mon frère, Louis Sios. Or, mon frère a un peu la même voix que moi. Donc, quand on fait un épisode à 4 pour parler de Night of the Seven Kingdoms, ça passe encore. Quand je fais un tête-à-tête avec lui, je l'ai réécouté ce matin, je me suis dit, ah, putain, il y a des moments où même moi, je savais plus qui parlait. Néanmoins, c'est le petit challenge. On s'est donné comme mission d'essayer de réhabiliter sans mauvaise foi et je pense avec vraiment profondément beaucoup d'amour, Saut 3, que je pense être non seulement pas le meilleur de la saga, mais aussi un excellent film. Et mon frère partage cet avis-là. Donc voilà, c'est un épisode disponible pour nos Josiane, mais il me semble qu'Alexis maintenant fait un petit extrait de l'épisode. Pour tous les formats longs, je le fais pas pour les formats courts comme l'émission de Simon ou la mienne parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ok. Mais pour les émissions longues, donc le chez Josiane de Nico ou le mal-aimé d'Arthur, je publie un petit bout un petit extrait, un extrait Un quand bon même extrait. conséquent Pour vous en donner accès envie. public, voilà, pour que vous puissiez un peu découvrir quand même les formats qu'on produit. Et si vous voulez écouter l'intégralité, il faudra s'abonner par contre. Allez, on passe au programme de la semaine. Et au programme cette semaine, ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Les artistes, et pire encore, les vieux artistes qui perdent d'inspiration, nos reflets, parce que nous ne sommes que le fruit d'une illusion holographique, les mafieux qui enlèvent nos filles et nos enfants, mais on commence par eux. Vous savez bien, ceux qui vivent en secret parmi nous, qui enlèvent les enfants pour leur faire subir des expériences interdites et que le gouvernement cherche à tout prix à invisibiliser.
Et je ne parle pas des homosexuels, je parle des extraterrestres. C'est presque... il y a des trucs un peu- presque pareil. C'est le retour de Papy Spielberg derrière la caméra pour nous raconter des histoires de petits hommes verts. Disclosure Dead de Steven Spielberg avec Josh O'Connor, Emily Blunt, Coleman Domingo et Colin Firth. Alexis, est-ce que tu avais Oui. une protection plastique sous tes fesses pour ne pas mouiller le fauteuil? Alors aujourd'hui non, j'en avais une la semaine dernière en revanche, puisque j'ai donc eu le privilège d'assister à l'avant-première au Grand Rex en présence du casting et de Steven Spielberg. C'était quand même la première fois de ma vie que je le voyais dans la même salle que moi, ça fait un petit quelque chose. Et je remercie d'ailleurs Mélanie Toubeau, la manie du cinéma, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu assister à la séance. Je crois que je dis pas de conneries, mais à part Simon, je crois que toi et moi on est les seuls à l'avoir vu 2 fois. Ah bah moi je l'ai vu 2 fois, mais je peux pas dire pour les Voilà. autres. Ce qui est déjà bien. Ouais, parce que c'est quand même un morceau de cinéma assez conséquent. Et je vais commencer par là. Il y a une règle dans la carrière de Spielberg, c'est que il faut pas qu'il prenne de vacances. Faut pas qu'il le fasse. Il en a pris 2 fois dans sa carrière jusqu'à présent. Il avait pris 3 ans de pause après la liste de Schindler. Il était revenu avec Le Monde Perdu et Retour en demi-teinte. Il avait pris à nouveau 3 ans après Munich. Et il était revenu avec Indiana Jones 4. Et là, donc, il a pris 3 ans et demi de pause depuis la sortie de Fabelmans. Et il revient avec un film qui est pas un mauvais film du tout, mais qui est un Spielberg mineur. Voilà. Et il faut l'adresser, et c'est d'autant plus flagrant au deuxième visionnage. C'est un film dont la genèse, d'après Spielberg lui-même, remonte à il y a très longtemps, puisqu'il avait déjà les premières lignes de l'histoire en tête avant de faire Rencontre du troisième type, donc on parle quand même d'il y a plus de 50 ans. Et ça se sent un peu. C'est un film que Spielberg pense comme un film somme sur la question des extraterrestres. Je pense que c'est en vérité la redécouverte d'un premier chapitre sur ce sujet-là dans sa carrière, avec toutes les limites que ça peut comporter. Il y a des choses que je trouve passionnantes dans le film, et globalement je suis assez positif à son égard, mais voilà, je commence par là, histoire d'évacuer tout de suite le sujet. C'est un Spielberg en demi-teinte d'une certaine manière. Simon. Je vais pas être en désaccord avec toi, Alexis. C'est un film que je peux trouver bouleversant à plusieurs égards. Au moins 2. Le premier, c'est un film moi qui me montre encore une fois que le cinéma, et je dis ça alors que je suis quelqu'un qui aime écrire, qui aime l'écriture tant on va dire romanesque, littéraire, que l'écriture scénaristique, il me montre encore une fois que le cinéma c'est d'abord la mise en scène. Il me montre également que un auteur qui se répète en apparence ou qui creuse le même sillon peut le creuser différemment. Parce que même si le film a des airs de jukebox qui rejoueraient tous ces grands classiques à lui, de l'invasion extraterrestre ou de la question extraterrestre, il les rejoue, ou plutôt il les déjoue. Tout ça, je trouve ça bouleversant. Et enfin, je trouve bouleversant de réussir à faire un film qui me divertit et me happe autant, alors que je trouve son scénario parfois pas loin d'être indigent. Sophie, no likey. Ah non, no likey. En fait, c'est super comme transition pour. Je vais parler avant tout du scénario parce que il est complètement débile de dire, de commenter la maestria. Pour moi, vous allez le faire mieux que moi. C'est ce que je veux dire, la maestria de la mise en scène de Spielberg. Mais là, je suis estomaquée devant la nullité du scénario de David Koepp et particulièrement de ses dialogues. C'est-à-dire que je pense que c'est les plus mauvais dialogues de toute la carrière de Spielberg, et je trouve que du coup, il annihile l'intégralité de la capacité de jouer, de ce qui reste de capacité de mouvance de visage d'Emily Blunt, car elle se répète, elle bégaye, elle fait des phrases qui sont purement explicatives et qui... Je rentrerai dans les détails après. Je trouve que c'est un film somme qui se veut à la fois trop mielleux, un peu en deçà de ce qu'on a l'habitude de voir, sans convoquer complètement l'enfance. C'est un film qui aurait pu être incroyable et que je trouve vraiment tiré par le bas, par le poids et la lourdeur de son écriture. Arthur. Je suis d'accord et pas d'accord avec Sophie, c'est intéressant parce que c'est vrai que les dialogues sont un peu naïf, mais tout comme le projet est un peu naïf et le film est un peu naïf, mais en fait j'ai l'impression que cette naïveté il faut l'acheter ou pas l'acheter, et chez moi ça a fonctionné très rapidement, mais très très rapidement, ce qui fait qu'habituellement des dialogues qui auraient pu ne me déplaire m'ont absolument à aucun moment gêné. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de beauté à l'intérieur, et moi son scénario je le trouve pas si indigent que ça, je le trouve même assez malin. Je pense qu'on en parlera dans un second tour de table, mais je trouve qu'il résonne beaucoup avec aujourd'hui. C'est peut-être un scénario qui a
trop de thématiques et qui veut aborder trop de choses, en tout cas avec lequel on peut tirer trop de ficelles. Néanmoins, moi, je dois l'avouer, je trouvais les bandes annonces pas du tout prometteuses. Vraiment, je voyais ça, ça sentait mauvais, j'avais peur. Et en fait, je comprends maintenant en voyant le film qu'en fait, c'est difficile à promouvoir un film comme celui-là, qui est un film de SF des années 90, qui va reprendre l'imagerie un peu des années 50, mais qui va le raconter en 2026, avec quelques éléments SF, mais pas beaucoup. Bref, c'est un film qui est casse-gueule à plein d'endroits. Moi, je dois vous avouer que j'ai passé une grande partie du film avec une gigantesque banane et à la fin, pas mal de larmes. Il y a des ventres mous, il y a plein de trucs qui vont pas, on est d'accord, mais moi, je suis désolé. C'est un Spielberg mineur, mais vu que Spielberg est un immense cinéaste, ça reste un vrai bon morceau de cinéma, quoi. Oui, je suis globalement d'accord avec Arthur. C'est-à-dire que moi, je ne m'ennuie pas une seule seconde. C'est-à-dire qu'on est effectivement face à un grand maître du cinéma qui sait emballer un scénario. Moi, c'est pas tant que je dirais un scénario fragile, c'est que je dirais effectivement un scénario qui a 50 ans de retard. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des extraterrestres comme ça depuis Rencontre du troisième type ou depuis X-Files, disons, depuis les années 90. C'est vraiment une thématique qui est vraiment ils sont parmi nous. Enfin bref, c'est très daté en fait comme approche de la question extraterrestre aujourd'hui en termes de SF. Alors ensuite, comme Spielberg est un grand réalisateur, il emballe ça avec maestria, c'est-à-dire qu'effectivement la mise en scène est incroyable. Il arrive à faire résonner son histoire antique, mais néanmoins avec un certain air du temps, c'est-à-dire que c'est un film qui reste malgré tout un film extrêmement actuel. Et moi je trouve que sans être estomaqué, ça n'est, je l'ai souvent dit et je l'ai souvent déploré, y compris dans La Cringène avec Schwarzenberg, des films de vieux messieurs qui ont plus grand chose à dire et qui se répètent, qui bégayent et qui bafouillent. Spielberg a encore une vitalité à la mise en scène qu'il faut porter à son crédit, puisque c'est un film, c'est pas un film de vieux monsieur. Voilà, c'est un film de quelqu'un qui vit quand même si son scénario a 50 ans de retard, c'est un film qui vit avec l'air du temps, avec son présent. Et moi je trouve que c'est un excellent divertissement. C'est-à-dire que si c'était le tout venant du divertissement, on serait très 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 content. Ensuite, effectivement, je ne suis pas époustouflé, mais je passe 2h30 très agréable, et je pense que si vous y allez, vous passerez 2h30 très agréable. La question qu'on peut se poser légitimement à ce micro, c'est est-ce qu'on attend plus de Spielberg que ça, ou est-ce que finalement c'est un Spielberg mineur comme il y en a eu d'autres, et comment on le compare par rapport à ces autres grands blockbusters de science-fiction, que ce soit La Guerre des Mondes, Rencontre du troisième type, E.T. ou pourquoi pas même Minority Report. Mais en fait, je pense que le film cultive évidemment énormément de parallèles avec ses œuvres précédentes, et moi il y a des choses que je trouve tout à fait à propos, notamment la correspondance thématique et stylistique assez surprenante entre le premier et le dernier plan du film. Le premier plan, vous le verrez en salle, c'est un plan qui a véritablement pour objet de vous agripper par le col et de vous amener à plaquer votre regard sur l'écran. C'est un plan qui vous dit attention, regarde ce qui se passe. C'est un plan assez brutal. Et puis 2h30 plus tard, on a un autre plan qui, lui, au contraire, va plutôt vous dire de tendre l'oreille. Et cette idée de voir et d'entendre le monde et de le réceptionner tel qu'il est, de prendre une pause pour regarder le monde pour ce qu'il est, puisque c'est ça, en fait, le véritable enjeu de Disclosure Day, c'est de dire il y a une couche de réalité dont on ignore totalement l'existence, et sa découverte va remettre totalement en question notre façon de voir le monde et d'appréhender le vivant et d'appréhender notre place dans le vivant. Moi, je trouve que c'est super important, et c'est important parce que ça dialogue aussi avec les films précédents de Spielberg. On retrouve son côté un peu anxieux, paranoïaque vis-à-vis des institutions qu'on avait dans Minority Report, qu'on pouvait avoir aussi dans Pentagon Papers. On retrouve ce Spielberg-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi le Spielberg du merveilleux, du regard tourné vers l'altérité, de cette curiosité très enfantine et très candide pour ce qui reste encore à défricher, à découvrir. Là où j'en reviens sur les réserves que j'avais au début, j'ai oublié de citer ce plan qui est probablement pour le coup d'ores et déjà un de mes plans préférés de la carrière de Spielberg, qui est ce moment où la caméra passe derrière un écran d'ordinateur et où par un mouvement de caméra, l'espace de quelques secondes, le monde est à l'envers et puis la caméra pivote sur son axe et on remet les choses à l'endroit, qui est une façon pour Spielberg de dire quand vous passez du côté du miroir, de l'autre côté du miroir, pour reprendre le titre du livre de Lewis Carroll, quand vous accédez à ce nouveau pan de réalité, le monde se renverse sur lui-même. Donc voilà, je le cite parce que faut pas passer à côté de ce plan-là, il est absolument prodigieux, mais il y a évidemment des problèmes, et en fait moi le souci que j'ai avec ce film, c'est que je pense que Spielberg ne réussit pas complètement à faire oublier que c'est une vieille histoire.
C'est-à-dire, c'est une idée Oui, qui ça. lui est venue dans sa jeunesse, et c'est une idée qu'il a gardée vissée dans un coin de sa tête pendant littéralement des décennies. Et le problème, c'est que quand tu t'accroches à ce point-là à une idée aussi longtemps, il y a un moment où tu finis effectivement par potentiellement ne plus voir ce qui cloche dedans. Et je laisserai mes camarades dérouler sur le scénario de David Cup. Moi aussi, j'ai des réserves. Je suis peut-être pas aussi sévère que Sophie, mais j'ai des réserves sur l'écriture. Mais moi, il y a des choses dans ce film auquel Spielberg m'a pas habitué. Par exemple, il y a la scène du train, je peux en parler un peu parce qu'elle est dans la bande-annonce. Cette scène débute vraiment comme une sorte d'auto-remake de l'une des séquences les plus célèbres de Duel, quand le camion essaye de pousser la voiture sous le train de marchandises. Et puis c'est aussi un classique du film noir. Voilà. Du témoin qu'on élimine. Et d'Indiana Jones. Et d'Indiana Jones, mais de toute façon, on le sait depuis The Fabelmans, le motif du train, c'est une obsession formelle pour Spielberg. Donc c'est logique qu'on le retrouve ici à nouveau. Il a besoin toujours de revenir à ses motifs, c'est son trait obsessionnel. Moi, le souci que j'ai avec cette séquence, tant la partie vraiment remake de Duel, entre guillemets, que le déroulé, qui est lui pour le coup plutôt original, c'est déjà qu'il y a des problèmes techniques. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des problèmes techniques chez Spielberg, en tout cas des problèmes techniques de cette ampleur. Il y a des vrais soucis d'incrustation et de composition de décors numériques qui font un peu tâche. Et surtout, si je coupais cette séquence du film, qu'est-ce que ça changerait au film au bout du compte? Ça changerait pas grand-chose. Et ça, cette idée d'avoir au milieu d'un film, par ailleurs très cohérent, qui cultive un discours, une idée, une vision de son sujet qui est très précise et très affûtée, d'avoir comme ça une péripétie qui, en fait, au bout du compte, est un petit peu gratuite et dispensable. Ça, c'est quelque chose auquel Spielberg m'avait pas habitué depuis très longtemps. Pour reprendre l'exemple de Minority Report, c'est aussi un film long, dense, complexe, avec beaucoup de personnages. C'est impossible de couper une séquence de Minority Report. Soit vous amputez le discours du film, soit, pire encore, vous le rendez carrément incohérent, en fait. C'est impossible de retoucher le montage de ce film, il est parfait. Moi, je peux pas vous dire autant de Disclosure Day. Il y a des fioritures, il y a un peu de gras, et je pense que c'est un film qui aurait peut-être mérité, pour le coup, d'être un peu plus à l'os, au bout du compte. Sophie. Oui, il y a quelque chose de toute manière qui est indéniable, c'est que Spielberg fait communiquer ses films entre eux avec des thématiques, des liens de symboles, des réseaux de symboles même. Et là, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de purement théorique, c'est qu'il a créé deux personnages fonctions qui sont impératifs dans la narration, mais qui sont vraiment fonctions. On a le personnage de Colin Firth, on a le personnage de Colman Domingo, qui sont deux alter ego. L'un qui, grosso modo, dit... Je veux retenir l'information, Colin Firth, donc entre guillemets le némésis, le méchant du film, quoi, qui dit non, l'humanité n'est pas prête à recevoir une information qui la bouleverserait, et Colman Domingo qui est au contraire plus... il sortirait presque de Pentagon Papers en mode non, il faut révéler l'information, l'humanité a besoin de savoir. Pour moi, ces deux personnages symboles représentent deux pans de la carrière aliénesque de Spielberg. L'un qui voit l'alien comme une altérité effrayante, donc Colin Firth qui verrait plus quelque chose de l'ordre de la guerre des mondes et d'une forme de révélation divine, parce que alors la divinité et le chrétien vraiment là dans le film il appuie, et je dis bien le chrétien, il n'y a pas que le divin, il est allé sur vraiment ce personnage là s'appelle Noah, qui littéralement en fait veut mettre tout le monde dans une arche et nanana, bref, vous comprenez l'idée. Je le trouve très épais, ce surlignement religieux, et donc ça, pour moi, ce personnage là, c'est celui qui voit l'altérité comme dans la guerre des mondes comme quelque chose de potentiellement destructeur, et au contraire Colman Domingo qui va aller vers quelque chose d'optimiste et de merveilleux, à savoir E.T. ou Rencontre du troisième type, qui est un petit peu entre les deux. Et en fait, pour moi, c'est là que le film pêche. C'est-à-dire que le film, si on le prend comme littéralement le début de sa carrière aliénesque, comme je vais l'appeler maintenant, en fait, ça aurait été intéressant de voir qu'il est dans cette ambiguïté morale vis-à-vis de l'alien. Sauf que là, ce film arrive maintenant, après qu'il ait fini, entre guillemets, si on imagine qu'il ait mis les films dans l'ordre, par la guerre des mondes, qui est quelque chose de beaucoup plus brutal et plus en raccord avec le monde, et en tout cas dans l'instant T, qui était un film post-11 septembre. Et là, je trouve que le film est complètement anachronique. Je trouve que son utopie vis-à-vis de la capacité des médias à être révélateurs, c'est complètement anachronique. Je trouve que son espèce d'optimisme, qui est au final relié à une forme de nombrilisme auto-centré sur sa carrière, moi au final ça me rend le film un peu désagréable, surtout que le tout... Alors que normalement la mièvrerie chez Spielberg, c'est quelque chose qui vient tout le temps toucher à mon âme d'enfant, et là ici, comme le film se veut beaucoup plus sérieux et beaucoup plus adulte, en tout cas c'est pas un film pour enfants comme a pu le faire Spielberg, et je trouve qu'il y a une mayonnaise qui prend pas. Je trouve le film au final assez confus et pour moi carrément désagréable à certains aspects, sur certains aspects. Simon. Alors, moi je vais essayer de développer ce pourquoi en fait la question de savoir si le scénario serait un scénario qui a 50 ans m'intéresse pas ou me pose pas de problème, dans le sens où
Un scénario génial d'il y a 50 ans, c'est un scénario génial. Un mauvais scénario d'il y a 50 ans, c'est un mauvais scénario. Parce qu'il me semble qu'en fait, il feint de nous raconter une histoire d'extraterrestres, il feint de vouloir citer ces films et les mettre en question pour faire tout autre chose. Je m'explique. Le premier plan que tu citais, on va évidemment pas spoiler, hein, mais le premier plan, il se passe sur un plan subjectif pendant un match de catch. C'est-à-dire qu'on est à la place de quelqu'un qui se fait dérouiller, mais si notre cerveau fonctionne normalement, on comprend que c'est quelqu'un qui se fait pas dérouiller pour de vrai. Donc Spielberg est déjà en train de nous dire, regarde, je viens de t'attaquer, je viens de te mettre une tatane. Pourtant, ça n'est pas une vraie tatane. Tiens, regarde dans le public, tout le monde est à fond, sauf ces personnages sur lesquels on va se concentrer. Je ne vais pas vous dire sur quoi on se concentre exactement, mais quelques secondes, voire minutes après, on a un dialogue au téléphone entre celui qui sera le protagoniste et un autre personnage essentiel qui est un peu le metteur en scène du film, qui est là pour ordonner les autres personnages, leur donne des informations, comme un réalisateur donnerait des marques à des acteurs. Littéralement, il construit un décor. Et c'est là où je voulais en venir, et derrière lui, on construit un décor. Donc il me semble que très vite, Spielberg, dans son film, il me dit... Tout ça, c'est faux. C'est du chiquet. Je construis un décor, ce qui veut dire que ma finalité, elle est ailleurs. Du coup, je suis jamais trop investi. Et je dis pas ça comme un problème, au contraire, je trouve ça intéressant. Dans ce récit extraterrestre, parce que je me dis, il veut me raconter autre chose. Et effectivement, au bout d'une heure de film, il est plié, le récit extraterrestre. Au bout d'une heure, on sait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui représente quoi, et où on va. Donc, c'était pas ça l'enjeu. Qu'est-ce que c'est l'enjeu ? En fait, c'est de nous dire, c'est quoi la nature des récits ? Qu'est-ce que c'est que raconter une histoire ? Spielberg, c'est quelqu'un qui a fait des démonstrations de force et de génie en tant que metteur en scène pendant des décennies. C'est quelqu'un qui a raconté des histoires de héros. On a déjà ici mentionné Indiana Jones, le personnage de Tom Cruise dans La Guerre des Mondes, plein de formes de héros différents. Attention, hein, pas toujours les mêmes, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, tout à coup, plus que jamais dans sa carrière, quand bien même c'est aussi un thème qu'il a un peu exploré, mais jamais à ce point, il nous dit... Raconter une histoire, c'est toujours à un moment accepter de perdre le contrôle. Parce que chaque personnage du film, tous à un moment ou à un autre, doivent lâcher l'affaire. Ils doivent accepter qu'ils ne savent pas, ils doivent faire un acte de foi. Et c'est là où je trouve que le récit devient assez riche, c'est qu'il nous fait également un commentaire religieux. Noah, bien sûr, c'est très épais, mais pourquoi ? Parce que le personnage de Noah, c'est concrètement le dieu du Lévitique, le dieu de l'Ancien Testament. On a Colman Domingo, c'est pas pour rien qu'il est toujours encadré de deux personnages, c'est le dieu de la Trinité, qui se veut plus ouvert, plus émancipant, et qui va amener plus ou moins, malgré lui, parce que lui aussi il doit lâcher l'affaire, ces personnages vers une autre forme de récit collectif. D'ailleurs, je le précise juste avant de te redonner la parole, mais on n'est pas obligé de s'arrêter à Noah. J'ai vérifié en sortant de la séance, tous les personnages principaux portent des noms de saints ou de saintes. Hugo pour Saint Hugues, etc. etc. Et moi, je trouve que c'est intéressant, pas parce que ce serait incroyablement subtil, parce que c'est remarquablement cohérent, et c'est là où éventuellement on peut trouver le film un peu, je dis bien un peu, politique. C'est dans sa volonté de dire le récit religieux tel que nous l'avons connu et tel qu'il existe encore dans notre société, c'est un récit de programmation qui est extrêmement réactionnaire, qui sert notamment à contrôler les femmes, même si là le film le fait très grossièrement. Je trouve ça très intéressant. J'ai deux vrais problèmes fondamentaux. Moi, c'est pas que les ressorts ou la mécanique serait ancienne. C'est que c'est un film qui est irradié au scénarium. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les personnages sont coincés et littéralement on me sort un gadget dont on m'a pas expliqué, on m'a pas dit quels étaient les enjeux, on fait « Waouh, gadget numéro 1 qui règle tout !» Bon, on me fait ça une fois, ok. On me fait ça 3 fois dans le film, à 3 articulations, ça c'est un vrai problème. Et enfin, et c'est là où moi... Alors, je dis ça avec beaucoup d'emphase, je m'inquiète un peu pour Spielberg. Encore une fois, j'ai passé un excellent moment dans le film, hein, donc... J'exagère volontairement pour bien faire comprendre mon point. Le climax du film, c'est un moment où Spielberg dit « Je crois que c'est la narration, c'est l'image qui peut nous apporter quelque chose. » Le problème, c'est qu'il dit ça, il l'annonce. Là, on a une séquence de 10 minutes, moi, qui devrait me faire pleurer, vraiment m'émouvoir, parce qu'effectivement, on voit comment de la fiction, de la narration et du collectif pourraient influencer l'humanité. Sauf que quand il le fait, il ne coupe pas les commentaires des personnages dessus. Il laisse, en l'occurrence, ce sont des journalistes, commenter ces images. Or, il devrait avoir foi lui-même en ce qu'il a professé et laisser ces images avoir de l'effet sur moi, spectateur. Je n'ai pas besoin pendant 10 minutes d'entendre des journalistes qui font « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais mon Dieu, c'est une révélation. Mais quel est le statut de ce que je vois ?» Et ça m'attriste un peu parce que jusque-là, je trouve que même si le scénario est pas terrible, au moins théoriquement, le film est assez passionnant. Avant de donner la parole à Arthur, juste je vais rebondir sur un truc que tu disais au tout début. Le problème n'est pas tant que le scénario ait 50 ans. Le problème, c'est que la conception du premier contact des extraterrestres, ça, c'est une conception qui est passée, qui à mon sens est datée aujourd'hui. Le petit gris, post-Roswell, post-X-Files, etc. Ça, je trouve que c'est un peu vieilli. Et là, je trouve que Spielberg ne remet pas complètement à jour son logiciel de science-fiction, alors qu'il remet à jour le reste de son histoire. Hein, mais comme il l'assume, j'ai pas de problème. Tu vois, comme il n'essaie pas de le maquiller, il dit ouais, c'est à l'ancienne. Je dis ok, je prends ou je prends pas. Arthur. C'est difficile de rebondir après tout ce que vous avez dit, puisqu'il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer
décortiqué dans le film. Moi, je vous avoue que l'aspect religieux, en tant que bon laïcard qui a jamais eu d'éducation religieuse, il y a des trucs qui sont passés à côté et c'est hyper intéressant de vous entendre sur ce sujet-là. Moi, je l'ai vraiment pris comme... Est-ce qu'il y a une cohérence dans la filmographie de Spielberg de faire ce film-là maintenant ? Et je suis pas entièrement d'accord avec vous. Pour moi, il y a un truc qui se passe. Quand Spielberg fait Rencontre du troisième type, on sait où on se situe au niveau de l'histoire, on sait où on se situe par rapport à la guerre froide, par rapport au Watergate, etc. On voit très bien ce que ça veut nous raconter, de l'envie de renouer avec les autres, d'essayer de faire lien avec l'autre, etc. Quand il fait La Guerre des mondes, c'est post-11 septembre, donc on sait très bien ce qu'il veut raconter. Il le dit, il s'en cache pas, c'est le cas. Là, pour moi, ce film, il s'inscrit à un moment où on est dans l'Amérique de Trump, le combat de catch, les spectateurs, c'est clairement des magas. Enfin, vraiment, il n'y a pas de sujet. Colin Firth, c'est vraiment une espèce de Musk bis qui se veut être une espèce de techno patron qui détient un peu la vérité, comme Musk détient X, donc qui peut se jouer la vérité ou pas. Pour moi, il y a un truc qui se joue là-dessus. Et la moralité de l'histoire, c'est qu'effectivement, le coup des récits, moi, je l'avais qu'à moitié, Simon. Moi, c'est vraiment un film qui raconte le pouvoir des images. Et qui raconte le pouvoir de ce qu'on peut diffuser. On a eu un débat en sortant de la séance avec Sophie Alexis en disant, mais en fait, pourquoi les personnages principaux ne diffusent pas tout sur Internet ? Pour moi, il y a un geste qui est très noble de la part de Spielberg de se dire qu'en fait, à un moment donné, lui qui a fait Pentagon Papers il y a quand même pas si longtemps, rappeler qu'en 2026, les médias ont encore l'importance. Je suis pas sûr que ce soit anachronique, je pense que c'est presque militant de sa part. Ça peut dérouter, ça peut paraître has-been, tout comme sa vision des extraterrestres, mais pour moi, je trouve qu'au contraire, c'est un geste volontaire de sa part que je trouve très noble. Tout comme, encore une fois, utiliser cette imagerie-là, qui est cette imagerie pompée, réutilisée, mais qu'on n'utilise tellement plus. Cette image de l'extraterrestre, petit homme gris, Roswell, etc. C'est un truc qui existe tellement plus que c'est bien de rappeler d'où ça vient au départ, presque, notre imaginaire collectif des extraterrestres au cinéma. Bref, moi, c'est un film qui est imbibé de sincérité de la part de Spielberg. Moi, je crois pas une seule seconde qu'il croit pas à fond à son projet et qu'il va pas me raconter quelque chose de notre époque, de notre rapport à la vérité, de notre rapport à comment on reçoit les images, qu'est-ce qu'elles veulent nous raconter. Et à un moment, on se fait la guerre entre nous, mais au fond, est-ce qu'il y a pas des sujets plus importants ? Je veux dire, c'est un film qui, encore, moi, en vrai, je regrette de pas être venu en projection presse parce que je pense que effectivement, il mérite un deuxième visionnage. Il mérite de se creuser les méninges un petit peu. Mais je reconnais qu'il faut accepter le fait que oui, il y a des effets spéciaux qui sont un peu compliqués. Oui, il y a des moments où, d'un point de vue dialogue, c'est pas ouf. Moi, j'avoue que tout le passage dans le fameux décor qui est construit m'a un peu laissé de côté. Mais globalement, enfin, je suis désolé, avoir un mec de 80 piges qui me raconte notre époque de cette manière-là, avec autant j'allais dire de finesse pour capter l'époque, mais quand même, il y a un truc qui se passe sur à quel point c'est contemporain. Pour un film de SF qui apprend les codes des années presque 50, pardon, mais moi je suis sur le cul en fait. On peut reprocher ce qu'on veut au film, mais sur le fond, moi je le trouve impeccable. Je vous propose de dire un petit mot rapide pour conclure, parce qu'on a été un peu... Non, mais Sophie quand même voulait réagir à ce qu'a dit Arthur, parce que tu n'étais pas d'accord sur quelque chose. Je suis pas du tout d'accord sur Colin Firth qui ressemble à Elon Musk, et je pense que c'est important en tout cas de le préciser ou que je le dise. Pour moi, au contraire, c'est peut-être le personnage le plus intéressant du film, parce que c'est littéralement celui qui pose la question de l'humanité est-elle prête à accepter une forme de vérité ? Parce qu'on est tellement, et là c'est sur le point où je te rejoins, pour moi l'actualité du film c'est la question de la vérité, de la post-vérité. Donc pour moi c'est un personnage que je trouve extrêmement sincère, et contrairement à beaucoup de méchants, il se met littéralement en danger. C'est pas juste un homme qui dirige des gens pour pouvoir questionner il le fait pour, entre guillemets, son idée à lui de la vérité du bien, de la vérité du bien commun. Il se dit, si les gens apprennent la vérité, à savoir qu'il y a des extraterrestres sur Terre, ça va créer la panique et ça va créer le chaos. Alors, c'est vraiment une forme de révélation divine. C'est littéralement un film qui parle d'apocalypse, encore une fois, comme le faisait La Guerre des mondes, mais de l'autre côté, à savoir la grande révélation qui descend sur Terre. Et donc, pour moi, non, c'est absolument pas une représentation technofasciste, bien au contraire, et c'est pour moi le seul point positif du film. Oui, mais je suis assez d'accord avec Sophie. En fait, je pense que ce personnage-là, à mon sens, il faut l'envisager de façon presque moins politique, moins militante et plus simple. C'est un homme prisonnier de sa fonction. Est totalement dévoré par sa fonction. Le film nous dira jamais si le département pour lequel il travaille, qui s'appelle Wardex, ça aussi, autre truc un peu daté dans le film, on est quand même parfois sur des gros ressorts à la X-Files, The Sauce 90s, mais on est en 2026, il y a les lignes ont un peu bougé quand même. Moi, ce nom-là, par exemple, je l'achète pas du tout. Bref, peu importe. David Kopp, si tu nous écoutes, prends des notes, bordel. Voilà, vous appelez Révéléo, par exemple. Oui, par exemple. En tout cas, il dirige cette espèce de société ou instance gouvernementale qui s'appelle Wardex, et tu comprends qu'il a de l'autorité au sein de ce département. Au sein de ce département, personne ne lui arrive à la cheville. Mais il doit quand même répondre devant le gouvernement. Il a une mission bien précise. Et tout le parcours de ce personnage-là, justement, ça va être
de retrouver la volonté et la capacité de sortir de sa fonction et de penser, de décider à nouveau par lui-même. C'est ça le parcours du personnage de Colin Firth. Et moi, ce que je trouve, là pour le coup, je reboucle avec l'idée d'un discours politique, c'est que dans n'importe quel système fasciste ou crypto-fasciste, ce que vivent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, et Spielberg étant un démocrate affiché, il ne peut pas l'ignorer, le propre des sociétés crypto-fascistes, c'est que toute l'administration n'est pas crypto-fasciste. Ils sont pas tous acquis à la cause du gars qui dirige le pays. Mais parmi ceux qui sont pas acquis à sa cause, il y en a quand même un nombre non négligeable qui, au bout du compte, vont systématiquement obéir aux ordres. Et ça, pour moi, c'est le personnage de Colin Firth. C'est-à-dire, est-ce que ce personnage-là est vraiment convaincu à 100% que sa mission est juste et que son combat est juste ? Bah ça, en vrai, ça se discute. Moi, je trancherai pas la question, parce que je considère que le film la tranche pas non plus. Mais ça se discute. Ce qui est certain, c'est que ça, pour le coup, ça fait écho à comment fonctionne l'administration Trump. C'est sûr qu'il y a des gens qui prennent des décisions au sein de cette administration, ils sont pas d'accord avec les décisions, mais ils savent que c'est ce qu'on attend d'eux, donc ils vont les prendre quand même. Et ça, c'est peut-être finalement le point politique le plus brûlant du film. Allez, on termine avec Simon, Arthur, et on en aura fait le tour. Il y a néanmoins un petit truc passionnant qu'il faut qu'on dise si on veut parler d'actualité du film, c'est que un film américain par un cinéaste qui est quand même connu pour son acuité et sa capacité à transformer en fiction des faits d'actualité, il se passe encore quelque chose autour d'une révélation de documents dont l'authenticité, dont la nature questionne aux États-Unis, c'est l'affaire Epstein. Oui, bien sûr. Et le film, à mon sens, parle aussi évidemment de ça. Et là où je trouve qu'il le fait, c'est une théorie, je ferais presque que je vois le film 3 ou 4 fois avant d'oser aller plus loin, mais là où je trouve que le film est intéressant, c'est qu'on l'a dit, il commence sur une image du faux, et il termine sur la promesse d'une révélation. Mais il ne nous dit pas ce qu'est le vrai. Et en plus, il le fait après des images dont, et je ne le dis pas du tout pour les critiquer, je trouve que c'est super intéressant, la dimension de falsification se pose quand même, parce qu'elles n'ont pas l'air vraies. Et donc, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant sur la nature du récit collectif, de comment on s'y attache ou pas, qui est très forte dans le film, malgré toutes les limites que je lui trouve. Arthur, pour conclure. Moi, 2 mini-points, 2 tout petits points. Autant j'aime beaucoup ce Josh O'Connor en Edward Snowden, autant je dois reconnaître que le Colin Firth, à la fin, et je vous donne pas le contexte, je vous explique pas en rien, mais il a une manière d'éclairer le profil de Colin Firth, à moitié dans la pénombre avec un éclairage de la face pas visible. Il ressemble à Julian Assange, et à mon avis c'est pas anodin dans tout ce qu'on a dit. Voyez le film, vous comprendrez mieux pourquoi. Deuxième chose, il a sorti John Williams de la retraite. Ça fait plaisir. Ouais, c'est pas sa meilleure partition. Ah non, on va pas se mentir, la seule chose qui enverra John Williams à la retraite, c'est un cercueil. Ça fait déjà 3 fois qu'il dit j'arrête et ça fait 3 fois qu'il revient. Tu vois. Et alors, ma théorie, c'est que John Williams est mort et Harry Gregson Williams a enfilé sa peau comme Hannibal Lecter et il fait si, c'est moi, John Williams. Je m'en fiche, ça me fait plaisir. Allez donc voir ce passionnant Disclosure Day de Steven Spielberg avec Josh O'Connor, Emily Blunt, Coleman Domingo, il paraît qu'il est gay, et Colin Firth. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt... Putain, il le fait hyper bien. Ou plutôt... Et avant de passer au prochain film, vous savez bien sûr ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin. Ce qui est vert, un nain qui chie, un extraterrestre. Ah bah voyons. J'ai pensé nain de jardin, voilà. Un extraterrestre en train de chier. Super. Si tu as vu Saint-Christophe, tu ne crains aucune catastrophe, nous dit le dicton de sagesse populaire. Tu risques surtout de gagner plein de grosses moulas, nous dit l'autre Steven de la semaine, Steven Soderbergh. Dans The Christophers, 2 enfants, un soupçon avide d'un célèbre peintre fantasque embauchent une faussaire pour terminer une célèbre série de tableaux, The Christophers, avant la mort de leur père, pour pouvoir en tirer un maximum de moulaga. Other door. You said this was a restoration job. It's a forgery job. Think of this as a way to get revenge. This isn't about the unfinished Christophers, is it? Please don't even speak of. The Christophers, quoi, c'est Moulaga qui t'a T'as dit. 50 ans, frère. Oui, je sais. Hein. The Christophers de Steven Soderbergh avec Ian McKellen et Michaela Keul. Simon, qu'en as-tu pensé ? C'est un film qui a plein de défauts, le premier étant d'être particulièrement emmerdant. C'est vrai. Et je vous laisserai le vider comme une truite, bande de salopios. Néanmoins, j'aimerais dire que son sujet, sa thématique, et ce qu'il sous-traite, et puis la manière dont il organise... Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. C'était peut-être mon cerveau qui essayait de trouver de l'intérêt au film. Je l'entends. Mais ce dialogue que je vis un petit peu comme Soderbergh qui essaierait de faire dialoguer ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il pense avoir été, un jeune artiste, un vieil artiste. Je trouve que théoriquement, c'est plutôt passionnant. Je trouve qu'on soulignait l'indigence des dialogues du Spielberg. Là, il y a des dialogues absolument magnifiques.
Le problème, c'est ce que je vous disais en intro, c'est que c'est très emmerdant et finalement, moi j'ai eu envie de lire le roman, j'ai eu envie de voir la pièce, mais j'avais envie de sortir de la salle. Sophie. Je vais encore parler de scénario, je suis désolée. Et je reviendrai sur un point assez crucial. En fait, c'est bête quand on écrit majoritairement un film de dialogue. Il faut faire attention, et quand on a des enjeux, il faut faire attention. Et quand on a beaucoup de personnages qui dialoguent et qu'il y a des sous-intrigues, il faut faire attention. Il faut faire attention à quoi ? Il faut faire attention à la crédibilité de son scénario. Mais qui a écrit le scénario, me direz-vous ? Eh ben, c'est un mec qui s'appelle Ed Solomon. Peut-être que vous ne le connaissez pas de nom, et pourtant vous connaissez son incroyable carrière, vu qu'il a écrit Super Mario Bros de 1993, qu'il a écrit qui a écrit Men in Black et qui a écrit Charlie's Angels. Non mais attendez. Qui est pas super, non ça pour le coup. Non mais je suis désolée, mais je troll pas, c'est mon préféré des trois qui viennent de Ouais, moi aussi. Il a écrit Les Insaisissables 1 et 2. Voilà, c'est compliqué là. Hein. Voilà, bon. Ça c'est les magiciens pourris là. Ouais. Oui. Il a écrit Mosaïque de Soderbergh pour le coup, qui était sa série. Non mais bon, il a majoritairement écrit des trucs pas ouf, et en tout cas qui reposent souvent sur des plots scénaristiques pas dingues. Et là, c'est vraiment le souci. Je vais le dire très très vite, mais le truc c'est un truc d'argent. Il faut attendre qu'il y ait un vieux clams pour que les enfants aient de l'héritage avec des tableaux qu'on estime à X millions d'euros, mais pas une somme non plus démentielle. Hein. C'est pas Klimt ou c'est pas Picasso, genre c'est pas des centaines de millions, c'est quelques dizaines de millions tout au plus. Le mec, le peintre, il habite dans une double maison à Londres dont il est propriétaire. À Fitzrovia, un des quartiers les plus chers de la ville. C'est ça. Les maisons valent environ, je dirais, entre 25 et 50 millions de livres. Pourquoi ? Pièces. Pourquoi ils se font chier avec des tableaux ? Fin de ma critique. Ça m'a énervé day one, minute one du film. Peut-être qu'il est locataire. Mais non, puisqu'ils le disent, on va le transformer en musée et tout blabla. Il est propriétaire. Ça ne marche pas. C'est vrai. Non, je vais en dire un mot rapidement. Moi, j'aime beaucoup Soderbergh. Et j'aime bien Soderbergh, même quand je l'aime pas. Non, mais vraiment, hein, c'est un cinéaste que j'apprécie vraiment énormément. Et j'aime bien ces grosses bourrideries, comme ces films plus intimes et plus personnels et plus brainy. Celui-là fait partie indiscutablement de cette catégorie-là. Moi, je suis comme Simon. Je veux dire, c'est un film très théorique. Qui donne un grand rôle à Ian McKellen, qui est un vieux monsieur, et qui lui donne un grand rôle en plus vraiment dans sa veine shakespearienne de déclamation d'un vieux monsieur narcissique qui n'arrête pas de parler, de trouver la formule exacte qui va claquer, etc. Donc il le délivre remarquablement bien, et il y a un vrai effectivement plaisir intellectuel de théâtreux, de regard sur sa propre œuvre vieillissante, etc. Mais quel ennui, mon Dieu. C'est d'un ennui, enfin c'est terrible, hein, c'est-à-dire que ça pourrait, on pourrait s'arrêter au bout de 40-45 minutes. On a compris, on a fait le tour du sujet. C'est pas particulièrement, c'est pas comme Présent, c'est pas particulièrement brillant par sa mise en scène. Voilà, ensuite c'est de l'artisanat, c'est propre, etc. Mais bon, c'est un peu grisâtre, c'est un peu mou, c'est bavard. Ouais, c'est un peu fastidieux. C'est un film fastidieux, voilà. Alexis. Ouais, en fait, moi, tout à l'heure, Simon disait, évidemment, avec des pincettes, qu'il était un peu inquiet pour Spielberg. Moi, je vais retirer les pincettes. Je suis très inquiet pour Soderbergh. Et pas juste pour The Christophers, qui est un film que j'aime pas du tout, mais parce que quand je regarde les derniers films de Soderbergh, à l'exception notable de Presence, qui est un film qui m'avait vraiment passionné, Magic Mike 3, je trouve ça complètement dispensable. Black Bag, je n'ai absolument pas compris l'intérêt que pouvait avoir cette espèce de houdonite emballé à la va-vite. Moi, il se trouve que j'ai vu, contrairement à vous, son documentaire partiellement généré en IA consacré à John Lennon au Festival de Cannes, qui se trouve être d'ailleurs moins un film de cinéma qu'une espèce de gigantesque spot promotionnel pour les IA de Meta. Donc déjà, j'ai une petite dent contre Soderbergh suite à cela, et le voilà qui arrive avec ce film. Et moi, le problème majeur que j'ai avec ce film-là, je suis d'accord avec vous, hein, c'est un film super chiant, mais pourquoi est-il chiant ? Il est chiant parce que je vois un film qui se veut être une espèce de comédie noire, satirique et en même temps mélancolique, doublée d'une réflexion intellectuelle sur l'art, où commence-t-il, où s'arrête-t-il, c'est quoi la vraie portée d'un geste artistique, qu'est-ce que l'artiste met de lui dans ses œuvres, que reste-t-il des artistes une fois qu'ils ne sont plus de ce monde, etc. En fait, c'est filmé vraiment exactement comme il filmait
Black Bag, exactement comme il filmait Magic Mike 3. Et en fait, je vois pointer dans son cinéma une forme de systématisme et de fainéantise formelle qui m'inquiète. Parce que s'il y a bien un truc que je sais gré à Soderbergh, c'est que qu'il soit dans des films intello, très excluants à ticket d'entrée comme Girlfriend Experience, ou qu'il soit dans des grosses prods de cinéma populaire flamboyant à la Oceans, il sait toujours où il est et il s'adapte aux contraintes qui se fixent. Et là, la mise en scène, je la trouve mais complètement à côté de ses pompes, quoi. Il n'y a rien dans la photo, il n'y a rien dans le cadrage ou dans le rythme du montage qui me semble chercher ne serait-ce qu'à effleurer le tempo tantôt comique, tantôt tristoun du récit. C'est plat, c'est sans vague, sans souffle, sans étincelle, et ouais, c'est une énorme déception. Arthur. J'en ai marre. Non mais en fait chaque semaine j'ai l'impression qu'il y a un film que tout le monde aime pas sauf moi et que je suis le seul à défendre. C'est pour ça qu'on t'aime. Bah ouais, c'est pour ça que je suis là. Non, moi je le trouve hyper dur, je suis pas du tout d'accord. Oui, le film est, peut paraître un peu longuet, mais moi je me suis pas ennuyé une seule seconde en fait. Il dure 1h38 hein. Ouais, mais en fait, moi j'ai pas vu le temps passer. En fait, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que c'est un film qui est effectivement théoriquement passionnant, qui raconte énormément de choses, de l'art, de la vision de l'art, de la projection. En même temps, je pense qu'il fait aussi un commentaire sur le cinéma actuel. Je pense qu'effectivement, c'est un film qui est écrit en grande partie pour laisser les comédiens exploser. On a parlé de Ian McKellen évidemment, mais en face aussi Michael Hacol, elle est incroyable. Et justement, il met sa mise en scène en retrait, mais c'est intéressant. En fait, Soderbergh, c'est quelqu'un qui fait jamais deux fois le même film. C'est-à-dire qu'on peut regarder Ocean 11 et Ocean 12, c'est pas exactement le même film. Magic Mike 1 et Magic Mike 3, c'est pas exactement les mêmes films. Il fait jamais deux fois la même chose. Et donc là, il fait un film où il se met faussement en retrait, où il y a faussement moins de style. Le film, quand même, quand le personnage de Laurie découvre la maison, on a quand même une espèce de plan séquence ultra maîtrisé où on suit son regard comme si la caméra était le regard de Laurie, où on monte, on s'arrête, on regarde à gauche, on avance, etc. Bref, il y a quand même des pistes de réflexion à pas mal d'endroits sur comment mettre en scène. Il réfléchit même à comment ne pas filmer la peinture, parce qu'au fond, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas la peinture en elle-même, c'est comment l'artiste crée. Bref, pour moi, c'est quand même un film qui réfléchit à plein d'endroits. Pour ce qui est de l'ennui, ça après c'est propre à chacun, hein. Moi, c'est vrai qu'un film de dialogue, c'est pas forcément ça qui peut me gêner, vu que c'est pas la mise en scène qui est mon premier attrait au cinéma. Et quand j'ai des dialogues hyper bien écrits et superbement bien interprétés, chez moi ça fonctionne en fait. Simon, peut-être tu voulais nous dire comment ce film t'a permis d'apprendre un peu mieux à échampir. Ça doit être une technique de peintre, ça. En termes de peinture, c'est imiter le relief, faire sortir du champ du tableau par des teintes appropriées. Échampir. Putain, c'est dur ça. Ok. Viens là que je t'échampisse. Oui, non, je voudrais en fait rappeler deux choses matérielles qui me semblent pouvoir expliquer aussi pourquoi là les projets tout récents. Moi, je mets pas Black Bag dedans. J'ai été très diverti par le film, mais les projets les plus récents de Soderbergh ont été un peu compliqués. Hein. Et je dis ça parce que voilà, encore une fois, je trouve qu'intellectuellement et théoriquement, il y a de très belles choses dans le film, donc il me paraît pas disparu ou en danger. Mais déjà d'une, Soderbergh a décidé de s'expatrier. Il vit désormais à Londres. Bon, c'est une chose de changer de décor dans ta vie, de pays carrément. Et je me demande dans quelle mesure il n'a pas voulu faire du cinéma londonien, entre guillemets, et il n'est pas impossible qu'il s'y soit cassé les dents de manière très matérielle, comme quand on voit, nous, tel cinéaste venir en France et essayer de faire un film français. On sait que ça marche pas toujours. Et puis il y a un autre truc, il a travaillé pendant plusieurs années sur un film Star Wars qui finalement a été annulé alors qu'il était très avancé, hein. C'est pas un truc qui a été vaguement annoncé, c'était The Hunt for Ben Solo, dont l'ambition partagée par lui et semble-t-il pendant longtemps par Disney était de renouer avec l'esprit de l'Empire contre-attaque. Et j'imagine que quand tu bosses, et en plus que tu es Steven Soderbergh, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur des grosses machines et que tu bosses pendant des années sur ce projet-là, tu travailles pas, je veux dire, une fois tous les 15 jours le vendredi après-midi pour faire un call avec Bob Iger, quoi. Et donc il n'est pas impossible que ça lui ait occupé du temps, que ça l'ait un peu bouffé et asséché, et que voilà, la coagulation de ces deux éléments explique peut-être aussi que là, ils soient un peu à la peine. Sophie, pour conclure. Je vais être un tout petit peu plus gentille que ce que je l'ai été. Moi, je trouve la fin du film globalement réussie et plutôt jolie parce qu'il y a un nouveau souffle et de nouveaux éléments, mais je peux pas passer outre ce. Pour moi, c'est vraiment une erreur narrative que j'ai citée au début, à savoir. Je ne comprends pas les sommes et les intérêts, et il y a quelque chose avec les enfants qui ne fonctionne pas, notamment cette superbe actrice qu'on avait découvert dans Baby Reindeer. Et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir exploité. Il est très 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 compliqué de filmer l'art et les artistes, et particulièrement l'art pictural, parce qu'autant quand on filme des danseurs ou des réalisateurs, on est sur du mouvement, alors que le peintre c'est compliqué. Et alors représenter une œuvre originale, on a eu beaucoup de biopics, certains réussis, certains ratés, mais il y en a des complètement
convenable. Je pense notamment à Pollock ou récemment à Bonnard qu'on avait en France. Mais par contre, c'est très très difficile de matérialiser l'inspiration et donc de matérialiser le manque d'inspiration. Il a réussi à le traduire par des dialogues que je trouve pour le coup assez inspirés, mais qui tournent beaucoup à vide. Au bout d'un moment, je trouve que ça s'essouffle. Et heureusement qu'il y a une dernière poussée de vitalité à la fin pour redonner un petit peu, qui vient limite poser la question très Hegel sur qui est devenu l'art si ce n'est un discours sur l'art. Je trouve qu'il est très inspiré dans une pure réflexion philosophique. Cependant, je suis obligée de rejoindre Alexis par cette alternance constante de chant contre chant sur du dialogue shakespearien. Il finit par s'essouffler et par perdre littéralement la vitalité qui est censée être le souffle de son discours, à savoir ce qui m'a fait peindre, c'est aimer, et jamais on sent de l'amour dans sa caméra. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et j'aimerais juste rajouter un tout petit truc aussi, c'est que Soderbergh, c'est un intellectuel, c'est aussi un esthète. Et justement, tu parlais de Pollock. Pollock, c'est un film de Ed Harris, c'est un film très académique dans sa forme. Oui, mais c'était pour le conseiller parce qu'il est pas mal. Mais c'est pas mal du tout. Et il y a un truc passionnant dans Pollock, c'est que Ed Harris joue le rôle de Pollock en plus de réaliser le film, et il a poussé le bouchon jusqu'à travailler la technique de peinture pour pouvoir, sur le plateau devant la caméra, reproduire partiellement, mais reproduire quand même des œuvres de Jackson Pollock. Donc, aussi académique soit le film, tu sors de là, tu sais quel est le style, le geste de Jackson Pollock. Là, c'est un artiste de fiction. Tu peux tout en faire de ce mec. Tu peux en faire n'importe quel peintre de n'importe quelle école. À la fin du film, je ne sais pas quel est son style. Je ne sais pas pourquoi ce gars-là est reconnu. Qu'est-ce qui, dans sa peinture, fait qu'il est reconnu ? En fait, je n'ai rien vu de son geste. Même cette galerie de portraits, qui est quand même le cœur émotionnel du film, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi les gens fantasment ce portrait. Ils cultivent pas assez le mystère, en fait. Non, ils cultivent pas le mystère, et surtout, il ne me dit rien du geste artistique de ce gars. Et ça, moi, ça me perturbe quand même. Arthur, un micro de réponse. Non, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve qu'au contraire, ce qu'il fait, c'est filmer l'artiste en train de créer, et ce qui l'intéresse, c'est l'artiste et pas l'art. Mais bref. Eh bien, allez voir The Christophers de Steven Soderbergh avec Ian McKellen et Michael Cole, et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt fausser des tableaux pour vous en mettre plein les fouilles, ou fesser des tableaux pour lui en mettre plein les couilles. Allez, yes. Moi, la deuxième. Alors, après, non. J'en ferais bien un tableau. Après l'enlèvement de sa fille par un réseau criminel et face à l'inaction de la police, Wang Wei se lance dans une traque implacable pour la retrouver. Son seul allié, Navin, est un journaliste tenace dont la femme a mystérieusement disparu. Si je vous dis en plus que le film est dirigé par le chef cascadeur de City of Darkness, ça devrait contribuer à retenir votre attention. Chercher quelqu'un. Moi aussi. The Furious de Kenji Tanigaki avec Jay Miao et Joe Taslim, qu'on a vu, qui est un visage familier des films d'action et de combat du sud-est asiatique. On l'avait vu dans la très bonne série Warrior notamment. Aussi, ainsi que dans Mortal Kombat, ce qui est peut-être moins bien. Arthur. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Le fond du film, on l'a déjà vu 15 fois. C'est un Taken version John Wick avec des scènes à la The Raid, grosso modo. C'est écrit un peu avec les pieds. Le début du troisième arc n'a absolument aucun sens. La création du méchant est invraisemblable. Le film est doublé en anglais, je ne sais pas trop pourquoi, sûrement pour l'exploitation internationale, mais du coup, ça joue régulièrement dans les doublages, vraiment pas bien. Mais là, ce que je vous raconte, c'est le fond du scénario. Mais le fond du scénario, je dirais que c'est même pas 20% du film, vu que 80% du temps, c'est de la baston. Et du coup, là, je vous ai donné tous les points négatifs du film, c'est tout ce qui n'est pas de la baston, et donc tout le reste, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, déjà, je ne comprends pas comment en 2026, on peut encore réussir à inventer des nouveaux coups. C'est-à-dire qu'on n'a que 2 bras et 2 jambes, et il y a une tétrachie de films qui existent déjà. Comment en 2026 on peut encore imaginer des nouvelles chorégraphies aussi innovantes que celle-là ? Je ne comprends pas. Il a une manière d'utiliser sa caméra pour suivre ses déplacements qui est toujours hyper malin. Parfois, il y en a beaucoup à l'écran, et en même temps, c'est toujours très fluide, c'est toujours très lisible. Il se permet d'être méchant, mais genre méchant, c'est-à-dire qu'à un moment, on a littéralement un méchant qui va tenir une gamine de 10 piges en lui tenant les jambes, la tête à l'envers, et va lui mettre proche du goudron, je te lève les jambes. Et, sur un camion qui roule très vite. Sur un camion qui roule très vite. Enfin, genre vraiment, c'est un film qui est méchant. D'ailleurs, les enfants prennent plusieurs coups. J'ai pensé à toi, Sophie. Je suis sûre que c'est pas marrant. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est un film qui fait mal.
Et en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette réaction-là en salle, vous savez, et j'étais le seul dans ma salle, j'étais deg à faire ça, mais il y a au moins 3 scènes où le choc est tel que j'ai un vrai genre oh, vous savez ce truc où je mets la main sur la poitrine en mode genre oh, au moins 3 fois. Et c'est rare, genre, on s'en bouffe des John Wick, des machins, des bidules. Là, c'est un film qui essaie vraiment de faire mal et qui se permet de... Il y a une baston, une seule baston, qui dure une demi-heure à la fin. J'avais tellement envie de le voir. C'est un 2 contre 2 qui se finit par un 2 contre 2 contre 1. Ça dure littéralement une demi-heure. C'est une générosité folle. Ce n'est pas plus que ça. Mais si on y va pour ça, le ça, contrat quand ça va sortir en VOD. Ah ouais, moi c'est pareil. Hein, ça, mais gars, il fait des trucs avec sa cam, ça n'a aucun sens. Je suis dégoûté. J'ai pas pu aller le voir cet après-midi malheureusement, mais je suis très malheureux. Simon, dis-moi à quel point j'étais malheureux. Si j'ai raison d'être malheureux. Tape, c'est ta façon d'aimer. Il l'avait en tête on depuis parle tout pas à l'heure. de Bertrand Cantat, mais d'un film rigolo. Oh là là. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai. Bon, alors, tout simplement. Ouais, c'est super chouette. Mais je vais te dire, c'est pas que le scénario est con. Le scénario est mécanique, simple, il va au but, il n'y a pas trop de gras. Faut quand même le préciser, c'est assez chouette. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans le scénario. On a donc 2 héros. Un qui a perdu sa fille et l'autre qui a perdu sa femme. Oui. Sauf qu'on nous fait comprendre quasiment instantanément. C'est la même personne. Non, pardon. Non, mais on nous fait comprendre, après l'introduction du film, qu'il ne retrouvera pas sa femme. Ouais. Et vraiment, je vous fais pas un spoil. Hein. Le truc, c'est il y en a un qui cherche sa fille qui a été kidnappée il y a quelques heures, et l'autre qui est là. Ils ont kidnappé ma femme il y a 6 mois. Je pense que je vais la retrouver. Et en fait, on comprend donc dès le début du film qu'il y a un de nos 2 héros qui est dans le déni. Et ça lui apporte une gravité et une sorte de fatalité un peu funèbre que je trouve très belle. Sans te rajouter des séquences, sans te faire des flashbacks, sans te faire du pathos. Parce que le type scande à chaque fois qu'ils avancent dans leur enquête. Puis on va aussi retrouver ma femme. Et toi, tu fais genre, un petit morceau, ouais. Non, voilà, mais c'est pour dire comme quoi le film n'est pas si con en termes d'écriture. Et après, pourquoi les bastons, elles marchent si bien ? Bah, t'as un truc, alors qui est un des plus vieux principes du cinéma d'action, mais qui est bien utilisé, bien respecté, c'est que on a différents personnages, on est dans une zone du bassin sud-est asiatique où on a des Chinois, des Taïwanais, des Indonésiens, et donc on se dit que chacun va incarner un style d'action. Et bah, c'est plutôt très bien branlé. Et en fait, quand on mélange ça, bah, ça devient pas seulement de la performance martiale, c'est le cas, hein, mais ça devient aussi une modalité de l'expression des personnages. Et ça fonctionne à fond. Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi spectaculaires, me semble-t-il, ces bastons ? Déjà, elles donnent une grosse part à un truc qui, moi, je vois assez rarement, me semble-t-il, dans le cinéma martial, c'est la feinte. Je vais te donner un coup et non, je t'en donne un deuxième. Et ça rend les combats très ludiques parce que t'es en permanence en train de te demander qui va taper, comment, pourquoi, qui va avoir l'autre, ça c'est assez rigolo. Ce sont des combats où la verticalité est importante. On passe au sol, on se relève, on monte, on descend d'un étage, on remonte. On n'est pas exclusivement, on va dire, sur le scrolling horizontal de Streets of Rage. Même s'il y a un travail sur les costumes qui est très simple, hein, c'est pas un truc délirant, mais sur les costumes en termes de couleurs, de trucs, de machin, où j'étais là. Toi, t'es un demi-boss, toi, t'es le boss. C'est ça, c'est vraiment ça. Et en parlant de boss, alors tu as cité Joe Taslim, qu'on a vu dans pas mal d'excellents films, notamment dans le récent The Night Comes For Us, mais il n'y a pas que lui. Moi, il y a un comédien que j'adore dans ce film, qui était déjà dans les 2 The Raid, qui est absolument incroyable, qui est Yayan Rouyan, dont je pense qu'on peut dire qu'il est plus ou moins l'émissaire de la mort sur Terre. Hein, très concrètement, c'est le jogging rouge. Oui, d'accord. Okay. Voilà, tu le vois, il sourit, tu fais OK, il va y avoir la feuille de service va se réduire, quoi. Et tous les 2, ils sont remarquables, ils sont absolument formidables. Moi, ce que j'aime, pour en finir énormément dans le film, c'est qu'il y a une tendance ces dernières années, dans un certain cinéma de baston asiatique, après The Raid 2, et le film que j'ai mentionné, The Night Comes For Us, pour moi, il tombait un peu dans ce travers-là, à faire de la baston ultra douloureuse et doloriste. En fait, moi, ça peut m'amuser que jusqu'à un certain point. Faut quand même que ce soit un peu fun. Je viens pas là pour regarder un snuff. Or, le film, s'il fait très mal, il le fait aussi de manière très cartoonesque. Ce qui fait que je m'autorise toujours à me dire genre, oh là là, cette masse sur cette tête, ça doit faire mal. Tu vois, il essaye jamais non plus de me dire genre, c'est un peu dégueu quand même. Tu vois, le film est pas gore, par exemple. Il est ultra brutal, très jubilatoire, et ça fait du bien. Bah, juste pour terminer, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté cartoon, et en même temps, j'avais rarement vu ça. Il y a un moment où le personnage principal va donner 3 coups de marteau dans le dos d'un gars, et on voit en direct les marques que ça fait. C'est très bête, mais ce détail-là, ça rend le truc très crédible pour autant. Il y a un travail qui doit être des ajouts numériques, mais qui sont globalement très bien faits, à l'exception d'une cascade numérique au début, mais qui sont très bien faits, effectivement, pour l'apparition des échymoses. Un glaçon pas très bon. Mais l'apparition des échymoses, c'est tout bête. Ouais, ça c'est marche du feu de Dieu, quoi. Eh bien, moi, ça me donne très envie d'aller voir The Furious de Kenji Tanigaki avec Jie Miao et Joe Taslim notamment. Et vous pourrez nous dire si vous allez le voir, si vous êtes plutôt vous alliez à un journaliste pour défier la mafia ou vous alliez à Pascal Praud pour retrouver le véritable coupable, c'est-à-dire les immigrés. Bien sûr. Allez, on passe au moment que tout le monde attend, la pause pipi du cerveau hebdomadaire. Vite fait, mal fait, la critique pliée, comme dirait Rafou. Une famille de bâtards, puisqu'on en parle, de Mourad Winter, Arthur.
Alors, Mourad Winter, c'est un cinéaste qu'on connaît parce qu'il a fait L'amour c'est surcoté il y a quelques mois avec Hakim Djemili et Laura Felpin, qui est un film qui nous avait pas beaucoup emballé, mais qui j'avais bien aimé. C'est vrai, t'étais le seul. Mais qui était une comédie romantique un peu moderne, etc. Là, il s'essaye à un genre. Puisque c'est l'histoire de 3 individus qui vont découvrir qu'ils sont frères et sœurs d'un papa qui tient un bar on est dans les années 90, qui tient un bar et dans lequel se mélangent des intérêts de la mafia corse, une volonté de la mafia arabe, parce qu'elle n'est pas définie, c'est juste des rebeux, on ne sait pas où ils sont, et des bornes d'arcade qui deviennent des trucs de poker. Et donc tu as ces 3 protagonistes là, Laura Felpin qui est la grande sœur assidue, etc., Hakim Djemili qui débarque et qui comprend que dalle, et Benjamin Tranier qui joue un peu le bon franco-français qui découvre qu'en fait il est arabe. C'est étonnant parce que ça met du temps à devenir intéressant. Pendant une demi-heure, je regardais des films en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Puis ça joue mal, puis c'est bizarrement écrit. Et puis il y a un moment où la mécanique de film de genre commence à fonctionner, mais à peine le temps à peine fonctionne-t-elle, donc au bout d'une grosse demi-heure, qu'en fait on est déjà presque à la fin du film, parce que j'extrapole un peu, mais en vrai le film est assez court. Donc c'est un film qui est vraiment... passable, et c'est dommage parce que je sens que contrairement à L'amour c'est surcoté qui m'a vraiment laissé de côté, là je sens qu'il essaye de créer des personnages, il essaye de faire des trucs, mais je trouve que la mayonnaise elle prend pas du tout. Et puis vraiment pour le coup si on peut faire plus cliché que certains personnages dans le film, je pense que c'est difficile. Allez, pour finir, vous prendriez bien un peu de vertige métaphysique à la sauce PS1. Le nouveau film de Quentin Dupieux, présenté à la quinzaine, dont nous vous avons d'ailleurs déjà brièvement parlé pendant le Festival de Cannes, sort aujourd'hui, cette semaine en tout cas en salle. C'est l'histoire de Jackie qui va voir son pote Bruno pour lui dire qu'il a percé un mystère de l'univers. Ils vivent dans une simulation, et en effet, tout le film est tourné en machine-image niveau Sims 1. Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance. Ok. J'ai la certitude absolue que le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel. Ok, t'as pris les champignons ? Le Vertige de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs Demoustier. Qui veut commencer ? Sophie. Je vais commencer parce que c'est le film que j'ai préféré cette semaine, tout simplement. Je vous en avais parlé avec beaucoup d'affection à Cannes, parce que je crois que ce que je préfère chez Quentin Dupieux, c'est quand il est drôle. C'est vrai qu'on a tendance à qualifier Quentin Dupieux comme auteur qui tend vers l'absurde ou qui va travailler le cringe, notamment avec Yannick, qui est un film qui a quand même beaucoup séduit le public. Moi, j'aime quand il va vraiment dans l'humour absurde et un peu bête, que ce soit avec des films comme Wrong Cops ou plus récemment avec Mandibule. Je trouve que c'est ce qui fonctionne le plus, en tout cas sur moi. Et là, moi, le film, sans être... parce qu'il ne fait pas des comédies hilarantes où on rit à gorge déployée, mais où on a cette espèce de petit sourire crispé, que notamment quand il y a genre des pigeons qui volent tout seuls dans des bouches d'égout. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et je trouve qu'il arrive à la fois par son image très décalée et assez unique, mais surtout avec un tempo comique porté grandement par Alain Chabat et par Jonathan Cohen, mais aussi avec le manque de jeu volontaire d'Anaïs Demoustier à créer un objet étrange, très singulier et franchement vraiment marrant, quoi. Arthur ? Oui, moi je suis d'accord avec Sophie, c'est déjà ce que je vous disais à Cannes quand on l'a vu tous les deux. Moi, c'est un film que je trouve être du pur Dupieux dans ce que Dupieux sait faire le mieux. Vous savez, Dupieux dit tout le temps qu'il fait des gestes de cinéma. Là, pour moi, c'en est un. C'est-à-dire qu'il a écrit une histoire sans trop se prendre la tête parce qu'il voulait juste utiliser cette esthétique. Alors lui, il dit pas les Sims 1, lui dit que son inspiration, c'était GTA Vice City, PS2 en l'occurrence. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de ce niveau-là. Et en fait... il y a un truc qui est fort, c'est que là où il est le meilleur, c'est effectivement quand il fait des comédies et quand il feint de vouloir raconter quelque chose, alors qu'au final, il raconte quelque chose. Il raconte quelque chose de ce vertige est-ce que ce que l'on vit est vrai ? Quelle est la notion de vérité, de réalité, de reflet de miroir ? Qu'est-ce Comme qui se passe ? Spielberg. Non, mais il y a ça. Et en plus, moi, je suis désolé, mais je ne sais pas à quel point c'est conscient. Lui, en interview, il dit que non, mais il y a forcément une réflexion sur l'IA, sur l'hyper-réalisme que l'on essaye d'avoir chez les IA et cette volonté de revenir à une animation volontairement pixelisée, un peu cracra, où ça joue pas bien, mais parce qu'il a expliqué, il a fait lire le texte, il a pas joué, il a fait lire le texte en studio aux comédiens et ensuite ils ont animé par-dessus sa voix en partant de rien. Ce qui fait qu'effectivement on a des comédiens qui ne jouent pas. On a Anaïs Demoustier qui dit « Ah, je crois que je suis en train de perdre les os là ». Et elle le dit
comme ça fonctionne hyper bien et ce discours sur l'IA pour moi il est pas anodin, d'autant plus qu'on m'a fait remarquer dans les commentaires il y a quelques instants que la fille s'appelle Claude, c'est peut-être pas pour rien. Donc en fait il y a toujours chez Dupieux cette volonté de ne pas vouloir raconter grand chose et juste faire un geste de cinéma, et au final il raconte toujours plus que ce qu'il ne pense ou ce qu'il ne veut, ou en tout cas ce qu'il feint penser, et ça fonctionne hyper bien, et en plus le film est vraiment hyper drôle. Et donc chez moi ça a vraiment fonctionné. C'est vraiment pile là ce que j'aime chez lui. Alexis. Bah écoute, si jamais Quentin Dupieux nous écoute, sait-on jamais, je lui adresse en toute humilité un conseil. Il faut qu'il prenne plus de risques, parce que ça lui a réussi vachement bien. Moi, je suis pas très client de la période américaine de Dupieux jusqu'à réalité, même si dans réalité il y a des acteurs français, on est encore sur un casting à moitié anglophone, et puis c'est tourné aux États-Unis. Et moi, je suis pas très fan de cette période-là. Et puis est arrivé Au Poste, qui était le film qui marquait son retour en France, que j'avais trouvé pour le coup assez réussi. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à renouer avec son cinéma, jusqu'à le sentir un petit peu ronflant par moments. J'avais beaucoup aimé L'Accident de piano, mais justement L'Accident de piano me semblait déjà, d'une certaine manière, être une prise de risque dans son espèce de noirceur un petit peu plus prononcée, un petit peu plus grinçante que d'habitude. Et là, donc, avec Le Vertige, pour la première fois, je pense, de sa carrière, Dupieux fait de l'animation, et évidemment, il fait de l'animation à sa sauce, et c'est super. C'est super parce que il y a un concept simple, mais qui fonctionne à plein régime. C'est-à-dire qu'il y a une potentialité comique très forte avec ce film-là. C'est pas un film qui suscite chez moi non plus une hilarité absolument gigantesque, mais c'est un film que je trouve juste simplement très amusant. Je m'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose. Je trouve qu'il arrive à toujours trouver le bon angle, à dérouler le bon fil pour continuer de faire avancer son histoire. Et en plus, même si le film se termine comme souvent chez Dupieux par une espèce de pied de nez scénaristique, pour le coup, je trouve le pied de nez scénaristique assez malin et assez sensé. Donc en ce qui me concerne, ouais, c'est vraiment un bilan très positif. Simon. Oui, alors moi, c'est pas la dimension comique du film qui m'intéresse le plus, parce que le film me fait rire, mais vite tough, quoi. Et puis je trouve son dispositif très plaisant, plein de charme, mais voilà, heureusement que c'est pas plus long. Je suis pas non plus passionné graphiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'est cet objet film, matériellement, et ce que ça déclenche chez moi. Il y a un terme qui est plus très connu ou pas très usité, en tout cas pas du tout du côté du grand public, c'est le machinima. Qu'est-ce que c'est le machinima ? C'est le fait de faire œuvre de fiction en utilisant des moteurs de jeux vidéo 3D ou apparentés. C'est par exemple toutes les expériences et happenings de role-playing, de jeux de rôle qu'il y a avec les différents moteurs de GTA. C'est de manière différente ce qui a été fait avec un film, je crois que c'est toi Arthur qui en avait parlé il y a quelques mois, qui est brillantissime, qui s'appelle Knit Island. Ouais. Et je vous invite à vous renseigner sur ces pratiques-là, elles sont absolument passionnantes, et d'autant plus qu'il y en a plein qui sont accessibles, notamment sur le site de Cyclic, qui est une association à laquelle je vous recommande de vous renseigner. Il y a plusieurs courts-métrages faits avec notamment le moteur de GTA V, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que c'est du coup le machinima ? Ça nous questionne sur qu'est-ce que c'est le cinéma et la narration. Parce qu'on a des outils qui ne sont pas du cinéma. C'est pas du cinéma, c'est des caméras virtuelles. Les créateurs ne sont en aucune manière propriétaires de ce à quoi ça ressemble. C'est une forme de théâtre parce qu'il faut des joueurs pour jouer et pour littéralement activer les jeux. C'est donc une forme d'art qui est littéralement exactement à mi-chemin entre cinéma et jeux vidéo. Et donc ce qu'elle déclenche, c'est des émotions qui sont à mi-chemin entre les deux. C'est rare. Ça n'arrive pas tout le temps. Et quand bien même, voilà, le film me fait pas réfléchir beaucoup à l'IA, me fait pas réfléchir beaucoup à la simulation. J'ai pas l'impression qu'il ait grand chose à me raconter là-dessus. Et je ne lui en veux pas. C'est juste un petit délire léger. Derrière ce petit délire léger, moi j'ai un plaisir permanent, un peu hypnotique, à me demander ce que je vois, à me poser la question de tiens, est-ce que ça m'amuserait pas de faire pareil ? Pour moi c'est une invitation. Voilà, je prends le vrai film comme une invitation ludique, et c'est ce qui fait que j'y prends beaucoup de plaisir. C'est à la fois un tout petit truc, mais un tout petit truc qui m'ouvre de grandes portes dans l'esprit. C'est déjà pas mal. Moi je vais faire, je suis navré, mais alors je suis complètement passé à côté, mais complètement. C'est-à-dire que vraiment, le film ne m'amuse pas. C'est pas du tout la veine comique absurde
que j'aime chez Dupieux, et je précise encore une fois que, outre le fait que j'avais vraiment pas du tout aimé Fulfil le précédent, moi j'aime bien l'accident de piano, j'aime bien le deuxième acte, j'aime bien Yannick, j'aime bien Incroyable mais vrai, enfin je veux dire, et je rigole vraiment, et j'aime bien son humour, et j'aime bien son cinéma, avec tout, bref, tous les trucs dont on a pu parler avant, c'est-à-dire parfois des fins un peu expédiées, etc. Mais là, je suis hermétique, je peux pas être plus hermétique que ça, hein. C'est comme pisser sur une toile cirée, ça traverse pas, quoi. Oh, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo, mais bon, enfin, ensuite c'est chiant parce que c'est la toile tirée sur la table sur laquelle tu fais ton pique-nique. Bon. Non, mais je trouve ça hideux, je trouve pas ça drôle, il y a pas une ligne qui me fait rire, je suis vraiment, enfin, je m'ennuie, le film dure 1h10 et j'ai l'impression qu'il en dure 2h30, enfin vraiment je passe à côté complètement, c'est désolé, mais il y a pas un gag qui, il y a pas un gag qui, il y a pas un, genre mes lèvres sont vestées comme ça. Même le pigeon dans la boîte de rien. Non mais vraiment j'étais vraiment très déçu parce que comme je savais que vous l'aviez aimé, je m'étais dit bon bah je vais me réconcilier quand même avec Quentin Dupieux après Fulfil. Je suis ni réconcilié ni fâché ni pas fâché ni rien, d'ailleurs je l'aime toujours bien et j'ai toujours hâte malgré mon coup de sang de Cannes de voir la suite, mais vraiment là c'est pas not my material, not my business. Je crois que c'est ma nouvelle scène d'accouchement préférée. Genre vraiment il y a un truc, je sais pas si c'est de la projection ou quoi que ce soit, mais c'est comme dans les Sims quoi, genre je trouve ça hyper marrant quoi. Est-ce que tu as une liste de scènes d'accouchement préférées? Alors déjà, jamais chez Aronofsky, je sais même pas si on a fait, mais jamais. Bah si. En prévision, non, dans Mother, oui. Je crois, non. Alexis, un dernier mot pour conclure. Oui, parce que Simon parlait des machinima et c'est l'occasion de recommander ma machinima préférée, même si à ce stade-là d'implication, on peut difficilement parler de machinima au sens où on l'entend. C'est un truc, je sais pas trop comment le qualifier, est-ce que c'est un film ou pas, mais c'est un truc réalisé par un Français qui plus est, qui s'appelle Mathieu Welcher, qui est sorti il y a de nombreuses années maintenant sur YouTube, qui s'appelle The Trashmaster. Si vous n'avez jamais vu ce truc-là, donc c'est un Français qui était frustré de ne pas réussir à faire des films alors qu'il a très envie de faire du cinéma et qui a utilisé l'éditeur vidéo de GTA 4 pour réaliser un polar d'1h25. Alors, il n'a pas utilisé que l'éditeur vidéo, il a fait aussi du montage sur des logiciels professionnels et il a utilisé pas mal de scripts et de modes pour augmenter le potentiel à sa portée, mais c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu de ma vie parce que c'est un film de cinéma avec des idées de cinéma, avec un vrai scénario, une vraie histoire, mais illustré avec les images d'un jeu vidéo que, en plus, je connais très bien puisque c'est le jeu vidéo que je préfère au monde. Et c'est une expérience vraiment très, très particulière. Et pour le coup, je reboucle sur le Vertige. Je ne serais pas surpris déjà que Quentin Dupieux un jour ait vu ce truc-là sur son ordinateur et que ça ait trotté dans un coin de sa tête. Mais surtout, je sais que sa référence, comme l'a dit Arthur, c'est GTA Vice City. Je suis très impressionné, mais vraiment par le travail de modélisation 3D, parce que tant dans les animations que dans les textures de la peau et des cheveux des personnages, je retrouve vraiment GTA Vice City. C'est-à-dire que la façon de parler avec les bras à la fois à la fois trop mobile et en même temps très statique, très saccadé. Et puis les volumes de ces visages qui, sous un certain angle, fonctionnent super bien et de l'autre deviennent des gros pâtés. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement le genre de graphisme qu'on retrouve à cette époque-là. Donc je trouve qu'il y a en plus un travail vraiment de recherche qui, à mon avis, a été très, très poussé et franchement, chapeau pour ça. Et il y a un autre truc aussi, je terminerai là-dessus, mais juste, il a été voir des étudiants des Gobelins pour leur demander qui est chaud de faire une petite expérience avec moi. Ils sont 5, ils sortent d'école, ils sortent un premier film sur un modèle qu'ils ont fait et pour lequel ça leur a pris du temps, mais pas tant que ça. Tant que ça. J'ai fait exprès de mettre des pauses pour que tu le fasses, mais tu l'as quand même fait. Et je trouve ça hyper cool aussi de laisser de la place à des jeunes animateurs qui sortent tout juste d'école et qui ont fait un modèle vraiment faussement bas de gamme et faussement facile. Et ça, c'est le Dupieux qu'on aime, ça. Allez donc voir Le Vertige de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Jonathan Cohen, Anaïs de Moustier. Vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt vivre dans une émulation des Sims 1 ou dans une émulation de Virtual Valérie 2. De quoi? Virtual Valérie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est réel. C'est un vrai jeu. Je me doute. C'est un vrai jeu. C'était à mon époque. Tu n'étais pas né. C'est un jeu de cul. C'était exactement ça. Oui, bah oui. Bah, Virtual oh mon Dieu. Virtual Valérie en même temps, je sais où on va. Hein. Et Virtual Valérie, elle utilise des machines avec des drôles d'embouts. On me montre actuellement une photo de Virtual Valérie et on dirait Brigitte Macron. Voilà. Alors tout à fait. C'est vrai, mon Dieu. Absolument. Et si vous vous intéressez à Virtual Valérie, il faut vous intéresser à un jeu au moins pour son titre, de la même époque à peu près, qui est Plumbers Don't Wear Ties. Les plombiers ne portent pas de cravate. Allez. Vous savez, puisqu'on parle de ces sujets-là, vous savez que faire si un pitbull se branle sur votre jambe? C'est quoi le rapport? Un pitbull se branle. Le laisser faire. Non, pas loin. On n'est pas loin. Simuler l'orgasme. Ok, d'accord. J'ai ri beaucoup trop fort. C'était très
très bien. C'était parfait, c'était très bien. Alors, très bien. Il en reste un peu plus, est-ce qu'on vous le laisse? Mais oui, on va vous le laisser, ma pauvre dame. Allez, Sophie, commence. À votre avis, je recommande quoi? Je pense un livre. Une Série. série. Oui, voilà. Des fois, c'est des livres. Blague à part, des fois, c'est des livres. Souvent, c'est des séries. Et j'ai eu un doute sur le fait de vous en avoir parlé ou pas déjà, parce que j'en parle à tout le monde, comme tout le monde. Mais en fait, il y a une série incroyable actuellement sur Apple TV qui est Widow's Bay. Et si vous n'avez pas vu Widow's Bay, regardez Widow's Bay. C'est vraiment un mélange entre Stephen King et The Office. C'est à la fois complètement starbé, complètement drôle, parfaitement écrit, parfaitement mis en scène et parfaitement effrayant. Je pense que c'est l'une des meilleures séries de l'année, donc jetez-vous dessus, quoi. Alexis. Ouais, bon, j'ai décidé ces derniers temps d'abandonner toute idée de vie sociale, puisque je me suis procuré au prix fort, en bon fanboy que je suis, 007 First Light de IO Interactive, qui est donc le dernier jeu vidéo de la franchise James Bond, et qui fait date, parce que d'habitude, les jeux vidéo James Bond, soit on a des histoires originales toutes pourries, soit on a des adaptations, certaines très bonnes, d'autres non, de films préexistants. Et là, IO s'est lancé un défi il y a plusieurs années de cela, hein, ça remonte quand même, qui est d'initier ce que eux ont envisagé comme peut-être une nouvelle saga James Bond destinée uniquement au médium vidéoludique, avec un nouveau James Bond qui est un James Bond jeune, il a 26 ans, et donc cette histoire First Light raconte comment James Bond devient 007, et c'est pas loin d'être, même si c'est un jeu vidéo, le meilleur film James Bond depuis Casino Royale, je pense. Tout y est, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les éléments de la mythologie qui sont systématiquement réactualisés, retravaillés, personnalisés. On a un James Bond qui est vraiment original, qui sort des sentiers battus et qui pourtant est indubitablement le James Bond qu'on aime et qu'on connaît. C'est en troisième personne ou en première personne? C'est un jeu à la troisième personne qui reprend grosso modo les recettes des derniers Hitman de IO, et c'est ça qui est cool, c'est que non seulement c'est un jeu qui est assez stimulant en termes de gameplay, qui a un scénario vraiment plutôt bien foutu et bien travaillé, qui d'ailleurs se pose lui aussi la question de l'intelligence artificielle, jusqu'où peut-elle aller, à quel moment on met un stop. Donc il y a en plus cette thématique qui est intéressante, mais surtout le jeu est relativement court, je l'ai pas encore tout à fait terminé, mais je sais qu'il fait entre 15 et 16 heures. Sauf que comme les derniers Hitman, il y a des niveaux où vous êtes dans des logiques d'infiltration et vous avez plusieurs opportunités pour atteindre votre cible. Et donc, le jeu offre un potentiel de rejouabilité assez grand, parce qu'en plus d'être très fun et très divertissant, quand vous refaites un niveau, vous êtes tenté d'opter pour une opportunité différente, et ça transforme complètement le système de jeu. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est une franche réussite. Il a rapporté déjà près de 200 millions de dollars aux studios et à Amazon, donc on le sait, il y aura un deuxième jeu, donc la franchise est officiellement lancée. Ça y est. Allez Arthur, pour finir. Très rapidement, deux petits albums. Pendant Cannes est sorti deux disques. Le premier, c'est le retour de Ed O'Brien, parce qu'en fait, quand on parle des albums solo de Radiohead, on parle toujours de Tom York ou de Johnny Greenwood, et on parle jamais de l'autre guitariste, Ed O'Brien, qui a fait un album. C'est bon, il sort d'une grosse dépression, il va pas bien, Ed O'Brien. Et du coup, il fait un album qui est comme qui est tous les membres de Radiohead. Oui, tu les as déjà vus sourire? C'est pas simple. Jamais. C'est pas simple, mais l'album est magnifique, il s'appelle Morpho, et je voudrais aussi vous parler d'une petite pépite que j'ai découvert un peu par hasard grâce à une connaissance. C'est un collectif franco-polynésien qui a fait un album qui s'appelle 15-15, qui s'appelle 15-15 et qui a fait un album qui s'appelle 6-7. Ah non, pardon. Oh mon Dieu, tu es si jeune. Tu es vraiment jeune. Tu comprends le langage des jeunes. C'est parce qu'il a les cramptés, ça. L'album s'appelle Marama, et bref, c'est un mélange entre dancehall, pop, musique électronique et zouk, ça part dans tous les sens, c'est extrêmement riche, ça va même aller chercher du côté du rap. Non, c'est très très fort. 15-15, Marara, voilà, deux albums, c'est gratos, ça fait plaisir. Eh bien les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver lundi pour les actus. Et venez lundi si vous n'avez pas l'habitude d'écouter les épisodes du lundi, parce qu'on va passer, il se passe quelque chose dans le Doobie-Doo Extended Universe qui commence à devenir un peu préoccupant. Ce sera lundi. Mardi pour un épisode patrimoine spécial là aussi, puisque c'est l'épisode que nous allons enregistrer cette semaine en public depuis le cinéma L'Arlequin pour le dernier Hurlequin de la saison. Et il sera question d'hommes de paille. Voilà les amis, bye, et gloire à ceux qui nous manipulent dans l'ombre et aux reptiliens marxistes constructivistes LGBTQIA+, francs-maçons. On les embrasse. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.